Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. On parle toujours des abeilles en disant qu'elles sont travailleuses. Elles ont aussi beaucoup à nous apprendre en termes de santé et de soins. On en parlera dans cette émission avec un docteur en pharmacie, Hervé Blajman. Bonjour. Bonjour Julia. Ainsi qu'avec le docteur Becker, qui est aussi président de l'association francophone d'apithérapie. Bonjour. Bonjour. Et merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission. Avec nous parce que Sandrine est là aussi. Elle vous posera d'ailleurs des questions sur la médecine naturelle. Salut oui. Sandrine. Salut. Mais on commence cette émission avec la grogne des avocats. Le barreau de Sarreguemines bloque l'accès au palais de justice. Thomas Drouin est sur place et il va tout nous expliquer. Thomas, bonjour. Pourquoi cette mobilisation des robes noires ? Oui, bonjour Julia. Alors effectivement, je suis devant le tribunal avec des avocats remontés. Pourquoi cette mobilisation ? En fait, un document a filtré, un document qui vient de très haut lieu. C'est une carte avec les différentes cours d'appel et certaines cours d'appel disparaîtraient. Il y en aurait 23 qui disparaîtraient pour n'en laisser plus qu'une par grande région. Et une des cours d'appel menacées, c'est celle de Metz. Alors forcément, les tribunaux mosellans ne sont pas très contents et se mobilisent, mais une mobilisation qui aussi intervient dans d'autres parties de la France, ce n'est pas uniquement en Moselle. Tout à l'heure, j'en parlerai avec le bâtonnier de Sarreguemines, donc le représentant des avocats. Donc à tout à l'heure. D'accord, et merci Thomas, on te retrouve donc tout à l'heure. On va d'abord voir un tour d'aperçu de l'info en 60 secondes. Justice à l'abandon, les robes noires manifestent. Depuis ce matin, les avocats forment un barrage sur le parvis du palais de justice. La France compte 36 cours d'appel. Le gouvernement prévoirait de les réduire à 13, soit 1 par grande région. Commerce du centre-ville, interrogation autour des subventions FISAC. 7 commerces ont bénéficié d'une aide globale de 17 500 €. 11 000 € ont été attribués à l'association des commerçants. Les élus de l'opposition ont demandé des précisions sur l'utilisation de ces fonds. Annick Schwing tire sa révérence à la société carnavalesque. L'ex-présidente vient de publier cette décision sur Facebook. Après 18 ans et une décision mûrement réfléchie, elle ne renouvelle pas son adhésion. Le carnaval évolue et je ne m'y retrouve plus, conclut-elle. L'écluse 21 de Herbitzheim, une curiosité à découvrir. L'arrêt est presque devenu obligatoire. À vélo ou à pied sur la piste cyclable, on peut admirer et photographier l'œuvre d'Olivier Kirch et de son épouse. Construite en 1866, la ruine de la maison de l'Éclusier est devenue aujourd'hui une coquette petite maison pleine de charme et de découvertes. 100 000 animaux domestiques abandonnés tous les ans et le nombre de cas de maltraitance ne cesse d'augmenter. Protégeons nos animaux, c'est l'objectif de l'ONU qui a instauré la journée mondiale des animaux le 4 octobre de chaque année. Sandrine, côté météo, les températures sont fraîches le matin, surtout le matin. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On doit rallumer le chauffage ou on peut espérer une amélioration là ? On peut espérer une amélioration côté température, mais peut-être pas tout de suite demain. Pas tout de suite demain. Bon, donc on regarde les prévisions pour demain, ça n'a pas l'air terrible. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. La pluie est de retour pour demain, mais la perturbation ne devrait durer qu'une journée. La matinée débute pourtant bien, mais les conditions se dégradent rapidement. Les nuages prennent l'avantage et apportent avec eux des averses qui dureront toute la journée. Côté température, les minimales sont en hausse avec de 5 à 9 degrés. Les maximales iront de 14 à 16 degrés. Demain, nous sommes le jeudi 5 octobre et nous fêtons les fleurs. Le soleil nous accompagnera de 7h38 à 19h01. Je vous retrouve tout à l'heure pour la question du jour. On retourne au TGI de Sarreguemines. Thomas Drouin est aux côtés du bâtonnier du barreau de Sarreguemines, maître Armand Hénard. Voilà, donc effectivement en compagnie du bâtonnier du tribunal de Sarreguemines. Donc le bâtonnier, c'est un peu le représentant des avocats.
Tout à fait, le bâtonnier, c'est le représentant de l'ordre des avocats de Sarreguemines. Alors est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment vous avez pris la décision, vous, avocat de Sarreguemines, de vous mobiliser par rapport à ce qui n'est pas encore une décision, mais qui reste dans les tuyaux? Alors nous avons vraiment des craintes très sérieuses en ce moment par rapport à la réorganisation de ce qu'on appelle la carte judiciaire en France. Et les informations dont nous avons disposé depuis la semaine dernière nous ont amenés à être très réactifs sur ce sujet. Dans la mesure où cette réforme est rampante depuis des années, autrefois on appelait ça la réforme de la carte judiciaire, on change aujourd'hui un tout petit peu l'expression de cette réforme et le nom va devenir nouveau réseau judiciaire. La crainte que nous formulons aujourd'hui, et c'est un peu à coup de semonce que nous donnons en même temps, au gouvernement, ministre de la Justice en particulier, c'est de voir disparaître dans un premier temps les compétences de la Cour d'appel de Metz et dans un deuxième temps la suppression des TGI en dehors d'un seul TGI par département. Alors concrètement, là, vous avez appelé à 2 jours de grève avec blocage du tribunal. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe au tribunal de Sarreguemines aujourd'hui? Alors le tribunal est aujourd'hui bloqué par l'ordre, par les confrères qui sont à l'entrée du tribunal, donc il n'y a pas d'audience. Il n'y aura pas d'audience jusqu'à demain soir, que ce soit des audiences civiles, commerciales, pénales, mais il en est également de même au conseil de prud'homme de Forbach et au tribunal d'instance de Saint-Avold. Mais concrètement, rien n'a encore été annoncé. C'est-à-dire que pour le moment, vous attendez encore la prise de parole de la garde des Sceaux vendredi. Alors il est extrêmement important, effectivement, à la suite de ces 2 jours de manifestation sur l'ensemble de la Moselle, d'entendre ce que notre ministre de la Justice va dire vendredi. Parce que à l'origine, il nous avait été dit que la nouvelle réforme allait être présentée. Cette réforme devait être présentée jeudi, c'est-à-dire demain. Aujourd'hui, c'est vendredi que la ministre s'exprimera sur les orientations. On ne sait pas exactement ce qu'il y aura au niveau de l'annonce, mais nous sommes très vigilants à partir d'aujourd'hui sur les suites de nos démarches et sur les suites que va donner Madame la garde des Sceaux par rapport aux idées que je viens de vous exposer. Alors concrètement aussi, pour les habitants de Sarreguemines, les habitants de Moselle-Est, qu'est-ce que ça changerait dans leur vie de voir la cour d'appel de Metz fermée et à plus long terme peut-être le TGI de Sarreguemines menacé? Alors la cour d'appel de Metz est bien évidemment quelque chose d'une part où les Mosellans portent la cour d'appel de Metz dans leur cœur, se sont battus à plusieurs reprises pour qu'elle soit réinstituée. Et depuis 1973, nous avons une cour d'appel à Metz, comme il y en a une autre à Colmar. Donc d'une part, notre population est très attachée à cette cour d'appel. Il y a du droit local et la cour d'appel de Metz est spécialisée sur ce sujet. Et d'autre part, les cours d'appel qui vont être couronnées, donc il en resterait sur les 36 cours d'appel en France, il en resterait 13, on en supprime donc 23. Et les cours d'appel couronnées, celle qui est effectivement sur le document qui circule à l'heure actuelle, des documents confidentiels mais qui aujourd'hui n'ont plus de confidentialité, on voit bien que la cour d'appel qui sera couronnée, c'est la cour d'appel de Nancy, qui éloigne totalement le justiciable, surtout le justiciable de Moselle-Est, des juges et des audiences. Merci beaucoup. Donc Julia, tu as compris, la mobilisation aujourd'hui, c'est un coup de semonce, c'est le mot qui a été utilisé. On va donc attendre vendredi et la déclaration de la garde des Sceaux et peut-être que la mobilisation reprendra lundi après les annonces. D'accord, effectivement, merci Thomas. Et ceci dit, le maire de Sarreguemines n'a pas attendu. Il est venu apporter son soutien. Il a fait une déclaration ce matin devant le tribunal. Écoutez, j'ai toujours défendu le tribunal de Sarreguemines, hier en tant que député maire, aujourd'hui en tant que maire, parce que j'estime que pour notre ville, il est important de garder notre TGI, notre tribunal de grande instance. Je rajouterai que le combat aujourd'hui se situe aussi à Metz, parce qu'il s'agit de maintenir notre cour d'appel.
Si cette cour d'appel devait disparaître, eh bien, en réaction derrière, il faudra parier que les tribunaux de grande instance de Thionville et de Sarreguemines soient amenés à disparaître. D'où effectivement aujourd'hui ma motivation, d'où aujourd'hui le combat que je mène aux côtés des avocats, comme le font les maires de Metz et le maire de Thionville. Je pense que la menace, elle est réelle. D'ailleurs, vous avez vu aujourd'hui dans les médias, il y a un document confidentiel. Donc entre le discours officiel de la chancellerie et la réalité qui peut se cacher derrière, il y a quand même un décalage. Et donc il nous faut aujourd'hui être vigilants de manière à ne pas être pris de court si un jour une décision défavorable devait être prise. Mais je ne le souhaite pas et je pense que j'ai déjà saisi effectivement la ministre garde des Sceaux, je l'ai déjà fait, j'ai une réponse d'attente et je pense qu'avec le maire de Metz et le maire de Thionville, nous continuerons à être mobilisés auprès des différents barreaux parce que c'est important que la Lorraine garde sa cour d'appel. Elle est située dans sur un territoire transfrontalier, elle est située sur un territoire qui aujourd'hui est plus pertinent que de tout déplacer sur Nancy. Affaire à suivre donc. On va s'intéresser maintenant à 2 chantiers. On commence à Sarreguemines où 30 lots seront à bâtir dès le début de l'année 2018. Ils formeront le domaine de la Blise en face du centre nautique. Des travaux sont actuellement en cours pour préparer les terrains. Les futurs propriétaires pourront y construire des maisons individuelles sur des surfaces de 5 à 15 arts. Reportage de Marie Lorenz et Thomas Drouin. Le parc immobilier de Sarreguemines va se rajeunir. À partir du début de l'année 2018, 30 maisons pourront sortir de terre à l'intersection de la rue des Romains et de l'avenue de la Blise. 2 champs qui appartenaient aux faïenceries de Sarreguemines ont été acquis par AG Immobilier. Les 30 lots qui formeront le domaine de la Blise seront commercialisés par l'immobilière du Casino. C'est un des terrains, je dirais, premium sur le secteur de Sarreguemines. On a énormément d'atouts. On est près du jardin, on est près de la piscine, on a la forêt pas loin, la frontière. On est au calme, on est à Sarreguemines. Actuellement, des travaux de voirie sont effectués. Des routes vont desservir les terrains, les différents réseaux sont mis en place et un parking est également en construction. Il servira notamment aux usagers du centre nautique. Le chantier devrait se terminer en fin d'année. Les terrains de 5 à 15 arts seront ensuite commercialisés à 12 000 € l'art. Le domaine de la Blise sera constitué uniquement de maisons individuelles. Sur Sarreguemines, un grand nombre de logements sont vides, une situation qui n'effraie pas le président de l'immobilière du Casino. Qu'est-ce qui est vide sur Sarreguemines? Vous voyez les logements récents, vous voyez la maison individuelle, ça n'est pas vide. Ce qui est vide, c'est essentiellement le parc ancien en centre-ville où on a des problèmes de parking et de choses comme ça. Là, on est loin de tout ça, on est sur des choses qui n'existent pas sur le secteur, donc non, ça ne me fait pas peur parce qu'on n'est pas du tout dans ce qui concerne la vacuité des logements. La moitié des lots est d'ores et déjà réservée. Si vous êtes intéressé par un terrain, contactez l'immobilière du Casino. Dans les petites communes aussi, il y a des travaux. À Nélin, des parkings et des trottoirs sont en train d'être construits. Tout le village est en chantier. Reportage de Guillaume Dumonteil et Thomas Drouin. Les travaux ne sont pas l'apanage des grandes communes. D'ailleurs, Mosaïque fait très régulièrement écho à ce type d'investissement, y compris dans le petit village de la Casque. À l'image, aujourd'hui, Nélin, qui a vu débarquer pelleteuses et autres engins de chantier dans le cadre de la réfection de trottoirs et la réalisation de parkings. Le projet de la commune prend place à plusieurs lieux et les travaux se font en parallèle. Premier exemple, devant l'église. Donc là, nous sommes actuellement en train d'aménager un trottoir sur une largeur d'1,40 m devant l'église. Dans le prolongement de ce trottoir, nous allons installer 15 places de parking. Et pour rompre la monotonie du macadam, nous allons aménager 3 parterres de fleurs sur cette longueur. Derrière moi, vous voyez une pelle qui est en train de commencer les travaux. C'est l'ouverture du nouveau parking devant l'église. Ce parking sera complété par une place PMR afin d'être aux normes d'un point de vue accessibilité. Mais l'activité des engins de chantier ne s'arrête pas là, comme nous l'explique le maire de la commune. On boucle la boucle avec la rue Saint-Antoine et on rattrape le trottoir que nous irons visiter après, qui est sur la route de Hélimère et qui repassera devant le cimetière où nous aménagerons également un parking avec un parking handicapé. La géographie de Nélin n'étant pas forcément connue de tous, voici les rues qui seront impactées par ces chantiers. Ici se trouve l'église et la construction du parking dont il a été question. Les travaux se poursuivent dans la rue d'Hélimère et la rue de l'Albe. Même chose du côté de la rue Saint-Antoine.
Les rues du Vieux-Chêne et des Vergers font elles aussi partie des rues en travaux. Enfin, l'autre parking de 5 places plus place PMR sera construit à côté du cimetière. L'ensemble des travaux coûte 150 000 € hors taxes. 30 000 proviennent du département, 30 000 des amendes de police, 7 000 de l'ancienne réserve parlementaire de Célestelette. Il faut aussi noter que 35 000 € viennent du fonds de concours de la Casque, de quoi rendre heureux le maire de la commune suite à la fusion Casque-CCAL, car sans celle-ci, il n'aurait pas eu accès à ces fonds. Les travaux débutés en septembre devraient se terminer à la mi-octobre. On va parler de santé à présent. On s'est demandé si vous aviez recours à la médecine naturelle. Et pour avoir la réponse, eh bien c'est tout simple, on vous a posé directement la question. Les médecines naturelles commencent à se développer de plus en plus, mais surtout elles commencent à être reconnues, comme par exemple l'utilisation du miel. Est-ce que vous aussi, vous utilisez des produits naturels pour vous soigner? Partagez-nous aussi vos astuces de grand-mère et on fera le tour de vos réponses sur Mosaïque. Alors Sandrine, est-ce que nos internautes se soignent avec des produits naturels? Alors oui, ils ont chacun leurs produits préférés et leurs habitudes. Il y a Laura qui nous partage plein d'astuces qu'elle utilise dans son quotidien. Alors par exemple la soupe à l'oignon contre la toux, le thé à la camomille contre les conjonctivites, l'huile de ricin pour faire pousser les cheveux et les cils, l'huile de coco pour les cheveux abîmés et pour les rougeurs du visage, la vaseline pour les lèvres gercées, le bicarbonate de soude pour le ménage qu'elle utilise aussi pour réduire ses cernes. Marielle a à son tour quelques astuces contre la toux et la bronchite, tisane de thym, citron et miel. Chantal partage son astuce à travers une anecdote. Elle nous raconte: lorsque j'étais petite, il y avait une bouteille de schnapps dans laquelle on avait mis des fleurs de lys blanc à macérer. Lorsqu'on se faisait mal, hématome ou petite entorse, un cataplasme avec cette mixture toute une nuit et plus de bobos. Et enfin Muriel nous dit: j'apprécie toujours de me faire un lait chaud avec miel et fleurs d'oranger quand le sommeil tarde à venir, comme dans mon enfance, effet apaisant garanti. Alors moi j'aimerais aussi me retourner vers vous deux parce que le soin par le miel c'est un petit peu votre spécialité. Vous allez en parler plus longuement tout à l'heure dans le dossier. J'aimerais savoir, est-ce que effectivement le miel est utile contre les insomnies? Alors pour ma part je dirais que dans mes habitudes à la pharmacie, je l'utilise vraiment comme vecteur dans ces cas-là. C'est-à-dire que le miel est idéal pour augmenter l'efficacité, par exemple, des huiles essentielles, des plantes, etc. Donc, je dirais indirectement oui, hein, mais le miel n'aura pas de vertu directe sur le sommeil. Par contre, une plante bien choisie, une huile essentielle bien choisie, et à condition, effectivement, que quand on utilise le miel, il ne soit pas chauffé au-delà de 40 degrés, eh ben, je suis tout à fait pour. Ok. Et vous? J'ai répondu, je pense qu'elle a dit exactement ce que je pense également. En fait, il est probable que le lait plus le miel, un autre intérêt, c'est qu'il y a du sucre. Et le fait que le glucose augmente, ça permet aussi de dormir tranquillement, c'est vrai. Donc c'est une vieille astuce qui n'est pas nouvelle, je vais le dire. Donc a priori oui, mais bon, c'est pas l'essentiel de l'apithérapie. Hein, d'accord. On détaillera tout ça tout à l'heure en ce qui concerne l'apithérapie. Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec les autres astuces que j'ai citées? Il n'y a pas de mauvaise utilisation de certains produits? Alors je dirais que en général, les remèdes de grand-mère, c'est vrai que on se base sur l'expérimentation, sur les expériences, etc. Donc pour moi, je suis toujours à l'écoute de tout ce qu'on entend en recette de grand-mère. Après, ce qui est dommage souvent, c'est que nos grand-mères, elles avaient, on revient à une vieille histoire, mais malheureusement, ça reste toujours un sujet important, la qualité du produit. C'est-à-dire que je considère que moi c'est un peu mon leitmotiv maintenant, alors j'ai 30 ans d'expérience à l'officine, donc je considère que je fais parfois des bons conseils, mais j'ai pas toujours le bon produit. D'accord, donc il est important qu'on ait à la fois le bon conseil et le bon produit. Et là actuellement, on en revient, le choix du légume, est-ce que c'est un légume qu'on a dans son potager, est-ce qu'on l'a acheté, etc. Et effectivement, selon la qualité du produit, on n'aura malheureusement pas le bon résultat. Il faut d'ailleurs dire que dans la médecine, une grande partie des connaissances qu'on a actuellement viennent en fait des vieux produits, et l'utilisation de ces vieux produits remis au goût du jour permettent aujourd'hui de traiter différemment et aussi de très bonne qualité. Donc la médecine naturelle, oui, mais comme je le disais tout à l'heure hors antenne, il n'y a pas de nature différente entre les produits dits médicaux actuels, parce qu'ils sont des extraits et des transformations, et en fait c'est d'améliorer le produit naturel ou les extraits de ce produit naturel. Mais on part toujours de quelque chose qui existe dans la nature. D'accord. Juste
pour rebondir sur ce que tu dis, Albert, c'est vrai, alors il y a beaucoup de synthèse, etc. Après, tout dépend quels sont les process qu'on utilise à partir des produits naturels, effectivement, pour arriver à un médicament. C'est-à-dire que certains process, on va utiliser toute la plante, parfois on va essayer d'extraire uniquement une certaine partie de la plante, et malheureusement, parfois vous vous apercevez que dans une plante, elle est efficace parce qu'on a tous les principes actifs ensemble. Et quand on veut en synthétiser que certains, ça ne marche pas parce qu'il y a toujours cette notion effectivement de synergie. Voilà. Mais ça c'est vrai, oui. C'est bien d'avoir les avis complémentaires du médecin et du pharmacien. On a réussi à les pharmaciens sont toujours d'accord parce que moi ils se comprennent. D'accord. Et on va parler plus spécifiquement des produits de la ruche qu'on peut utiliser pour se soigner avec vous deux dans un instant. À tout de suite. Vente, réparation, dépannage, lavage station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. Depuis qu'il est appareillé, il dit que je parle trop fort. Vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Oui, et dis-moi, Isabelle. Plus rien ne vous échappe avec la passion de l'audition. Les produits de la ruche, un trésor de santé. Vous allez essayer tous les deux de faire le tour de la question. Mais tout d'abord, moi je voudrais une première précision pour nos téléspectateurs parce que l'idée c'est vraiment bien de parler des produits de la ruche au pluriel parce que souvent les gens pensent surtout au miel. Alors pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de revoir un reportage réalisé par Mosaïque en 2010. C'était pour l'émission scientifique CQFD consacrée justement aux produits de la ruche. Regardez. Les abeilles sont de très bonnes ouvrières et la reine est à une place à faire pâlir d'envie la plupart des directeurs d'usines. Elle dirige jusqu'à 70 000 ouvrières non syndiquées et ultra polyvalentes, car ce ne sont pas moins de 6 produits différents que l'apiculteur peut récolter dans l'exploitation de ses ruches. Jean-Marc Claus, apiculteur à Vitrin, nous a ouvert les portes de ses ruches pour nous présenter ces différents produits. Le premier à apparaître est la cire. La cire, c'est les abeilles qui la sécrètent. C'est un des produits qui vient de l'intérieur du corps de l'abeille. Là, le cadre, c'est un cadre qui est en train d'être construit par les abeilles et on voit les cirières ici qui s'agglutinent. Et là, lorsqu'elles fabriquent la cire, tout simplement, ce sont des glandes qui ont une fonction de sécrétion de cire. C'est ce qu'on appelle les glandes cirières. Alors ici, un cadre identique, mais construit beaucoup plus que le précédent, avec quelques particularités à noter. Une petite partie de surface de miel qui est operculée, c'est-à-dire un miel que les abeilles ont amené à maturité et qui ne contient en moyenne que 18% d'eau. Elle le recouvre d'une fine pellicule de cire. On a vu tout à l'heure la construction des cadres de cire, mais pour recouvrir le miel et pour le garder, elle met également une pellicule de cire dessus. Et vous avez une grande partie ici de miel frais, de nectar frais, qui n'est pas encore à maturité ou elles n'ont pas fait suffisamment la ventilation pour le ramener à 18% et qui n'est pas encore fermé parce qu'elles vont le faire progressivement. Et vous avez quelques taches tout à fait particulières. En l'occurrence, elles sont brunes, sombres et voire même bleutées parce que ceci, c'est un pollen de Phacelia tannicitifolia. Alors pour récupérer le pollen, il faut utiliser ce qu'on appelle une trappe à pollen, c'est-à-dire qu'on va forcer les abeilles à passer à travers une grille qui est une grille d'un diamètre relativement petit, de telle manière à ce que lorsqu'elle a les pattes chargées de pollen, en passant par ce petit orifice, elle est obligée de décharger automatiquement une partie de ce qu'elle a sur les pattes. Le troisième produit que l'apiculteur récolte est la propolis, résine récoltée par les abeilles pour calfeutrer leurs ruches. Vous voyez, sur le nourrisseur, toutes ces parties-là, notamment celle qui s'étire là, qui tombe, ça c'est de la propolis.
Voici une autre méthode de récupérer de la propolis. On utilise ce qu'on appelle une grille à propolis. On pose cette grille sur la ruche de telle manière à ce que les abeilles mettent la propolis sur les interstices, les intervalles qu'il y a là. Ensuite, on enlève la grille, on la prend, on la met au congélateur, parce qu'une fois qu'elle est froide, la propolis, elle est cassante, alors que là, comme aujourd'hui où nous avons la chance d'avoir le soleil, nous avons la propolis, vous voyez, ce que j'ai là sur les doigts qui n'y était pas tout à l'heure, c'est la propolis. Très collant quand il fait chaud, mais c'est très cassant quand il fait froid. Le produit le plus rare est la gelée royale, riche en vitamines mais très acide. Elle possède un pH de 4. La gelée royale, c'est uniquement par saison. À l'état naturel, lorsque les abeilles essaiment, c'est disons au mois de mai, en règle générale au mois de mai, parfois au mois de juin, exceptionnellement au mois de juillet. Et une colonie produit en règle générale 25 à 30 cellules. C'est le produit de la ruche qu'on ne trouve pas stocké à l'intérieur d'une colonie. Et pour un autre produit qui va être beaucoup plus délicat, qu'on ne pourra pas montrer directement, c'est ce qui se trouve là à l'intérieur du dard de l'abeille, qui est le deuxième produit intérieur au niveau de l'abeille, qui est le venin d'abeille. Le venin d'abeille qui se trouve dans ce bout d'abdomen. C'est également quelque chose de très délicat à récolter parce qu'il faut un dispositif spécial où on force les abeilles à piquer dans une planche spéciale. C'est un système électrique qui force les abeilles à piquer dans une planchette pour récupérer le venin. Et là, vous pouvez à 200 mètres aux alentours, vous êtes obligé de vous enlever parce qu'elles sont hyper agressives. Et pour les gourmets, sachez aussi que la larve d'abeille est un mets très apprécié dans certains pays. Que diriez-vous de larve d'abeille à la crème de noix de coco, par exemple? Alors nous, on ne va pas parler de ce qui se mange, mais bien de ce qui peut être utilisé pour soigner. Ça va être compliqué et impossible d'être exhaustif, mais j'aimerais bien tous les deux que vous me citiez un petit peu quelques exemples. Pour soigner, on peut utiliser quoi et dans quel cas? Peut-être expliquer simplement ce que c'est que l'apithérapie, tout bêtement. Ça dépend des régions. En Europe, c'est tous les produits de la ruche comme vous venez de citer. Si vous prenez l'Asie, c'est essentiellement la propolis dont on parlera. Et si vous prenez les États-Unis et les pays américains, c'est généralement le venin. Donc, trois visions différentes de l'apithérapie. Et chez nous, en Europe, l'unicité, c'est-à-dire qu'on utilise tous les produits, mais avec des nuances. Par exemple, la propolis qu'on vient de voir à l'instant, on ne la récolte plus comme dans le passé. On la récolte actuellement parce qu'il y a un cahier de charge, et on en parlera également, de la qualité de ces produits pour faire justement des produits médicinaux. Il faut, par exemple, la récolter sur des grilles. Et donc, de façon très particulière, on ne gratte plus comme dans le passé. C'est un reportage qui date d'il y a maintenant 8 ans. Eh bien, ça a changé. On a des obligations de qualité. Et notre pharmacien préféré, lui aussi, il sait qu'il a besoin de produits de qualité. Et les normes qu'il doit obtenir pour faire un traitement soient extrêmement sévères et correspondent à des nouvelles qualités qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Mais alors, par exemple, on utilise quoi pour soigner quoi? Alors, mon produit fétiche actuellement, c'est le pollen frais congelé, notamment. Donc certains laboratoires, parce que c'est très compliqué déjà d'avoir du pollen frais congelé, on en manque même en France, etc. Mais je fais confiance à certains laboratoires parce que justement ils respectent un cahier des charges. Et pour moi, c'est tellement riche en prébiotiques, en probiotiques notamment, donc naturels, que moi je l'utilise beaucoup donc dans les troubles digestifs à la pharmacie. Je le conseille parce que la plupart des autres produits que j'ai, ce sont évidemment des produits de synthèse. Et là, je les trouve à l'état naturel. Donc le pollen frais congelé, pour moi, les gens, je le vois quand ils reviennent 15 jours après, au niveau du digestif, ils sentent tout de suite. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment parlant. Il y a un retour. Donc, mais attention, pas du tout, pollen sec a beaucoup moins de vertus. Les gens ont l'habitude pollen sec. Pour moi, il y a un monde entre le pollen sec et le pollen frais congelé. Tout à fait. Et la qualité de ce produit est justement très importante puisque nous avons des problèmes de pollen et de pollution. Pollen-pollution, donc l'obligation qu'on a, c'est d'avoir des pollens non pollués. Ce qui élimine pratiquement tous les pollens des grandes villes, etc. Et en fait, actuellement, on cherche des pollens dans des régions isolées, soit de l'Espagne, soit des hauts plateaux andins, etc. De telle façon qu'on a la qualité. Le deuxième problème qui se pose, c'est la conservation de la flore qui
travailler sur ces pollens, parce qu'en pollen en lui-même, quand on le stérilise, ça ne marche pas. Et c'est en fait la réalité de la flore de l'intestin et du jabot de l'abeille qui joue un rôle très important dans les maladies chez nous, qui sont les maladies qu'on appelle les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, et dans lesquelles elle reconstitue la flore pathogène, elle la réduit et elle la supprime. Et à ce moment-là, vous avez une amélioration clinique, et je partage tout à fait son avis. On a des tas d'expériences qui ont été faites actuellement et qui confirment l'importance de ce traitement, d'ailleurs repris par d'autres laboratoires, y compris par des chercheurs sérieux, entre guillemets, comme l'Institut Pasteur et d'autres, qui confirment le bien fondé de cette analyse. Est-ce que de manière générale, il y a des contre-indications? Est-ce que n'importe qui peut utiliser des produits de la ruche? Alors, je vais répondre aussi, il y a deux réponses. Il y a la fameuse allergie au pollen. Alors il y a deux pollens. Il y a les pollens anémophiles, qui sont les pollens qui sont allergisants. C'est ceux classiques qu'on trouve dans les vents, etc. Et les pollens qui, lui, est récolté par l'abeille, le pollen antémophile, qui n'a rien à voir, qui, lui, est peu allergisant ou pas allergisant. Alors, je vais vous citer un petit exemple, parce que ça permettra de compléter. Quand vous avez un asthme ou quand vous avez des réactions allergiques, eh bien, le miel de l'apiculteur le plus proche contiendra un tout petit peu de ces produits allergisants, donc des pollens anémophiles. Et une des techniques actuellement vérifiées, c'est de faire manger du miel pendant la période hivernale à ces gens qui ont ces allergies et leur faire manger ce miel du paysan le plus proche. Et ensuite, en quelques années, on a une désensibilisation quasi complète. Et ça, c'est quelque chose qui a été vérifié et publié aussi bien en Finlande qu'en France, que dans d'autres pays. Voilà un exemple très simple de traitement efficace et qui élimine, sans qu'on sache quel est le pollen responsable, l'essentiel, c'est de prendre le pollen de l'apiculteur le plus proche. Et sinon, en termes de contre-indications? Alors, la contre-indication majeure, donc, c'est au niveau de la gelée royale. Des personnes qui auraient fait un cancer hormonodépendant, donc que ce soit du sein, au niveau utérus, etc., c'est formellement interdit. Par mesure de précaution, on n'a pas vraiment de réelles preuves, mais en tout cas, on sait que la gelée royale est hormone-like, c'est-à-dire qu'elle risque de développer la production d'hormones. Et donc, chez une femme qui a eu effectivement un cancer hormonodépendant, on essaye évidemment de ne plus avoir de production hormonale. Ce qui est paradoxal quelque part, parce qu'à côté de ça, beaucoup disent que les produits de la ruche sont bénéfiques aux patients qui sont atteints d'un cancer. Tout à fait. Alors, je vais même compléter notre collègue, parce que ce qu'il a dit est parfaitement exact. Il y a une nuance. En fait, il faut être un peu plus nuancé. Il y a des cancers, par exemple, de la prostate, qui sont également hormonodépendants, mais qui sont sensibles aux hormones féminines. Et là, comme par hasard, vous pourrez dire, la gelée royale est efficace. Mais il y a un autre inconvénient. La gelée royale booste, si vous voulez, pousse toutes les cellules à se multiplier, toutes, y compris les cellules cancéreuses. Donc ça pose un problème de croissance de cette tumeur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de certitude sur la réponse à donner. Mais pour compléter votre question, je dirais que la propolis, dont on parlait tout à l'heure, quand elle est bien récoltée dans de bonnes conditions, est extraordinairement efficace et surtout trois avantages. Le premier, c'est que quel que soit le type de cancer que l'on a, on peut la donner en préparation des traitements chimiothérapie classiques et radiothérapie classique. Et elle a deux avantages remarquables que tout médecin peut vérifier, ou tout pharmacien, ou biologiste, c'est que lorsqu'on prépare les malades avant, eh bien, lorsque cette chimiothérapie est en cours, ils ont moins d'effets secondaires sur les lignées sanguines, ils ont moins d'effets secondaires sur la chimiothérapie, la support, parce qu'ils la tiennent bien, et on a de meilleurs résultats cliniques à long terme. Et ça, c'est quelque chose qui maintenant commence à être connu, et les gens actuellement peuvent tous le vérifier. N'importe quel médecin qui va avoir un patient, il suffit qu'il vérifie la lignée sanguine et il verra un résultat amélioré sur les plaquettes, sur les lignées blanches, etc. Alors, ça commence à être connu, mais l'apithérapie, est-ce que c'est officiel? Quelle est la position, par exemple, du Conseil de l'ordre des médecins, du Conseil de l'ordre des pharmaciens? Je vais répondre pour le Conseil de l'ordre. Actuellement, il n'y a pas de médecine officielle, il n'y a pas de connaissance actuellement d'apithérapie enseignée actuellement en France. C'est le rôle de l'association francophone d'apithérapie de le faire, mais nous le faisons dans des questions très rigoureuses. Nous avons une association donc, qui est parfaitement clairement tenue. Nous avons un conseil scientifique de 25 membres de rang professoral qui contrôle les assertions. Tout ce qu'on dit est vérifiable et nous ne le faisons pas. Et c'est la grande différence avec les apithérapeutes qui s'autoproclament et qui se posent question. Justement, parce que moi j'ai fait le test. J'ai tapé sur les pages jaunes apithérapeute Moselle et j'en ai trouvé 151, avec quand même une petite précision qui était écrite à chaque fois, soins hors cadre réglementé. Eh bien, madame, vous avez répondu à la question. Demain matin, vous êtes menuisier, vous avez 3 ruches chez vous, vous êtes apithérapeute si vous le souhaitez. Personne ne vous contrôle. C'est ça le problème. Et c'est ce qui cause la question fondamentale d'être un peu folklorique, parce qu'il y a du folklore. Il y a deux apithérapies. Il y a une apithérapie traditionnelle, qui est celle faite par des gens qui s'autoproclament, qui ont une connaissance ancienne, entendue par les grands-parents, c'est respectable.
formidable, on y apprend des choses, mais une grande vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très sérieux et qui suit des règles très spécifiques de ce qu'on appelle la médecine évidente. On doit retrouver la cause, on doit l'expliquer, on doit reproduire le produit et on doit reproduire aussi les résultats. C'est-à-dire que si mon confrère pharmacien ou médecin qui écoute ce que je dis reproduit les mêmes traitements que je le dis, il y a des causes précises, des règlements précis et on a des résultats. Et ils sont reproductibles. Et c'est cette différence-là qui fait qu'on ne peut pas toujours accepter que les gens s'autoproclament. Et il y a des dangers évidents dans des gens qui vont se lancer dans des traitements en disant arrêtez le traitement, faites ceci, faites ça. C'est les gourous, oui, c'est le gros problème. Tant qu'il n'y a pas de reconnaissance officielle, c'est On y compliqué travaille. pour les gens qui veulent essayer d'avoir un traitement ou un complément de traitement en apithérapie. Mais c'est compliqué aussi pour vous qui l'exercez parce que, par exemple, en pharmacie, est-ce que c'est légal? Est-ce que vous êtes couvert? Comment ça se passe pour vous? Il n'y a pas réellement, pour l'instant, effectivement, au niveau du Conseil de l'Ordre, on ne s'est pas penché. Pour l'apithérapie, c'est quelque chose d'assez neuf en pharmacie. Moi, j'ai eu la chance, je me suis intéressé parce que j'étais intéressé par la phytothérapie et quand j'ai lu des cahiers de phytothérapie, et puis je suis tombé sur un article qui m'a passionné qui traitait de tous les produits de la ruche, où j'ai vu tout de suite effectivement des applications justement en officine par rapport à l'accompagnement des patients cancéreux, par rapport à plein de choses, et je regarde au bout effectivement de l'article et je vois Dr Albert Becker. Je me suis dit mais le docteur Albert Becker, on se connaît, voilà, il habite à quelques kilomètres de chez moi. Je l'ai interpellé et j'ai été effectivement étonné de savoir que déjà il y avait effectivement une association française d'apithérapie, que c'est francophone, c'est à l'international. Et du coup, je me suis dit, si je veux effectivement faire de l'apithérapie, il faut que je me forme. Je ne suis pas apiculteur. C'était il y a combien de temps ça? Il y a 3-4 ans maintenant. Et donc, je suis allé me former à Lyon sur plusieurs jours. Et je considère que maintenant, je peux, entre parenthèses, me proclamer apithérapeute parce que, comme disait Albert, j'ai connaissance de protocoles. Il y a des protocoles bien établis, etc. Juste un exemple, on a parlé de la propolis. Quelqu'un qui va effectivement vous conseiller de la propolis dans le cadre de l'accompagnement des patients cancéreux, il y a quelque chose qui est très important, c'est dose dépendant. Donc si vous ne donnez pas une quantité suffisante de propolis, on n'aura pas d'action. Et en plus, une quantité d'un produit qui est reproductible, c'est-à-dire que la gélule ou le produit, comme un médicament, il contient toujours la même quantité d'un produit qu'on appelle les polyphénols, je rentre dans le détail, et selon la quantité de ces polyphénols par kilogramme de poids, vous avez un résultat positif ou pas. Si vous êtes en dessous du résultat, ça ne marche pas. Si vous êtes au-dessus, il n'y a pas de risque toxique à un certain dosage, mais en arrivant au-dessus, il y a effectivement, contrairement à ce qu'on croit, un effet qui n'est pas favorable. Donc il faut se poser la question, et c'est un rôle du médecin ou du thérapeute qui est formé, de bien calculer ses poids, de tenir compte des autres traitements et de tenir compte, dans la chimiothérapie par exemple, il y a des médicaments qui contiennent des métaux lourds, dont l'un qui porte un nom très connu, les cisplatines ou les équivalents de ce type. Eh bien, la propolis va être un effet défavorable parce qu'elle va chélater, c'est-à-dire qu'elle va coller, si vous voulez, ces molécules de métaux lourds qui vont aussi de détoxifier d'ailleurs d'autres personnes qui sont intoxiquées par des métaux pour le plomb, etc. Et vous aurez des résultats qui vont être défavorables. Sur la chimiothérapie ne va pas être bonne. Inversement, dans certains domaines, la chimiothérapie va être améliorée par le fait de la présence et de la synergie, de l'association complémentaire. Il faut savoir que dans la propolis, il y a des produits chimiques très connus. Il y en a un qui s'appelle le CAPE, je ne rentre pas dans le détail, qui est lui-même un produit qui détruit les cellules cancéreuses, vérifié et connu, en toute petite quantité. Mais l'association des deux multiplie le produit par 3 ou 4. Et donc vous avez moins de chimio et meilleurs résultats. Et surtout une survie, qui est ça qui compte finalement. On a des patients, moi j'ai une patientèle assez ancienne maintenant, et nous avons des patients qui ont survécu à des doses qui n'auraient pas dû vivre à ce moment-là et qui ont survécu. Donc ça démontre qu'il y a un effet positif. Et les centres Gustave Roussy, par exemple, ou d'autres services y sont intéressés actuellement et nous sommes en train de démontrer que ça fonctionne. Donc, sachant cela, il y a aussi le problème de la qualité. Et là aussi, le pharmacien joue un rôle important. Il faut qu'il délivre des produits qui sont normatés. Et c'est le gros problème des produits apicoles. Actuellement, ils ne sont pas normatés. Alors, pour revenir à la gelée royale, il y a un groupement de producteurs qui s'appelle la GPGR qui produit la gelée royale française de qualité. Il y a des productions d'entreprises en France qui produisent des propolis normatées qui sont là. Mais il faut maintenant amener à ce que dans le monde entier, ces normes sont reconnues. Et c'est le travail qu'on fait actuellement au niveau de l'apithérapie. Mais ça avance. Docteur Becker, j'ai envie de vous demander, vous aussi, parce que vous, votre parcours est plus ancien que le docteur Blachman dans l'apithérapie. Vous êtes
êtes médecin généraliste, retraité aujourd'hui, mais vous êtes aussi apiculteur avant d'être apithérapeute. Alors du coup, vous vous êtes lancé dans l'apithérapie, vous y êtes intéressé en tout cas, à quel moment, pourquoi ? Je dirais parce que dans le temps, ma grand-mère, parce qu'il y avait des histoires, parce que l'apithérapie traditionnelle et la moderne se retrouvent quelque part, ma grand-mère avait des ruches. Et donc, je suis un peu tombé dedans, comme on dit. Hein. Bon, voilà. Et ensuite, dans un deuxième temps, je me suis souvenu qu'à l'époque, on soignait les chevaux ou les animaux avec du miel. Et mon premier acte de médecin, entre guillemets, a été d'être vétérinaire avec mon chat. Et j'ai mis du miel à 11 ans sur la patte de mon chat qui était blessé. Et il a guéri. Et ça m'avait resté dans l'esprit. Et ensuite, j'ai eu des patients qui sont venus, qui résistaient au traitement habituel. Et je me dis, pourquoi pas ? À l'époque, je faisais l'apithérapie sans le savoir. Nous sommes en 80, 82, 83. Ça n'existait pas. Personne n'en parlait. Ce qui est étonnant dans ce que vous dites tous les deux, c'est que vous avez fait des longues études. Médecine, pharmacie, ça veut dire que à la faculté, à aucun moment, l'apithérapie n'est ne serait-ce qu'abordée ? Non, vraiment à aucun moment. Et ce qui est étonnant, autant, alors on peut comprendre, moi je suis passionné aussi par plein d'autres domaines, d'homéopathie, etc. Sur l'apithérapie, pourtant, il y a beaucoup de travaux scientifiques. Il y en a de plus en plus, vraiment. Et je pense que il y a certaines choses qui nous opposent, Albert et moi, mais Albert a un esprit très cartésien, moi aussi. Parfois, il me manque un petit peu d'études scientifiques, mais j'ai du mal à comprendre qu'effectivement, pour l'instant, il n'y ait pas d'enseignement parce que... Je vais répondre. Ce n'est pas le cas en France actuellement. Je pense que ça y arrivera. Mais d'autres pays, puisque je suis francophone dans cet esprit-là, par exemple au Maroc où nous allons régulièrement, nous avons là-bas la probabilité de mettre en place, après la thèse, donc une étude postdoctorale, dans 2 facultés au Maroc, une formation complémentaire d'apithérapie, puisque comme vous le savez, dans ces pays, il y a une tradition classique de l'apithérapie du fait de la religion. Et donc, actuellement, c'est un projet qui est très avancé et qui va donc permettre de faire un doctorat, entre guillemets, complémentaire en apithérapie dans un pays qui parle le français. Mais c'est que le début. Et je trouve qu'en 5 ans, ça a beaucoup évolué. Et ceci dit, moi j'ai eu l'occasion de croiser un étudiant en pharmacie qui planche sur le sujet. C'était ce week-end chez vous, en préparant cette émission. Lui, il va vraiment s'impliquer complètement là-dedans. Et en fait, devant la caméra, il a expliqué son projet et ses motivations. Regardez. Donc, je me présente d'abord, je suis Barthélemy Philippe, je suis étudiant en master des sciences pharmaceutiques à l'Université catholique de Louvain à Bruxelles. Il m'est demandé en cette première année d'établir un mémoire afin de valider ma diplomation en juillet 2019. Et ce mémoire, je souhaitais le faire sur l'apithérapie. C'est pour cette raison que je me suis présenté à M. Becker Albert. Donc, je suis apiculteur déjà depuis 3 ans. Je recherche là-dedans déjà un loisir tout d'abord, et ensuite je m'intéressais aux produits de la ruche et leurs effets sur l'organisme et leur place dans l'arsenal thérapeutique moderne. À quoi servent les produits de la ruche actuellement, qu'est-ce qu'on peut en faire. Mes grands-parents l'utilisaient déjà, notamment le miel pour tout ce qui est la cicatrisation, pour ses propriétés antibactériennes. Maintenant, avec M. Becker, nous allons étudier ensemble, ou du moins je vais faire les recherches sur la propolis et ses différentes propriétés pharmaceutiques, notamment dans les affections bucco-pharyngées. Alors il dit beaucoup de choses, cet étudiant, mais de manière très synthétique. Il parle de remèdes de grand-mère et puis en même temps de médecine moderne. Alors pour vous, l'apithérapie, est-ce que c'est encore malgré tout un remède de grand-mère ou c'est vraiment une composante à part entière de la médecine moderne ? C'est vraiment une composante à part entière parce que je voulais alimenter, on parlait justement, on disait que c'était pas encore tellement effectivement enseigné ou quoi que ce soit. Malgré tout, il faut savoir que dans des hôpitaux, certains hôpitaux, il y a des protocoles justement autour du miel pour les plaies, parce qu'il parlait justement de son chat, et maintenant on traite beaucoup de plaies justement à partir de ces produits. Et on a justement, on a évolué parce que évidemment on n'en est pas resté à un petit peu de miel. Évidemment, vous imaginez miel dans un hôpital, on ne va pas rester avec son pot de miel. Donc on a développé des produits à partir du miel, des pansements vraiment spécifiques, etc. Donc nous sommes un peu à l'origine du programme. La faille précurseur. Voilà. Si vous voulez pas bien compléter les choses, effectivement, il y a 4 ou 5 ans en arrière, il n'y avait aucun traitement au miel dans aucun hôpital, clair et net.
Pourtant, l'apithérapie, c'est vieux comme le monde. Attendez, mais il y avait un problème. Il y a un problème tout simple qui est arrivé, la résistance progressive de tous les germes à différents produits qui sont largement utilisés, les antibiotiques. Et il se trouve que des gens, moi et d'autres, nous avons fait cela, nous avons publié des articles publicitaires pour expliquer. Finalement, de fil en aiguille, les collègues s'y sont mis, et nous avons actuellement dans nos formations un nombre conséquent d'hôpitaux qui viennent envoyer leur spécialité, soit des médecins, soit les médecins et les infirmières, et qui viennent se former chez nous à Lyon. Il peut en être témoin à l'époque, et aujourd'hui ça s'aggrave, ça s'améliore, je veux dire, il y a plus de gens qui viennent, et nous avons de plus en plus de services spécialisés qui se posent des questions. Alors, un exemple très connu, à Bordeaux, la chirurgie maxillofaciale est faite, par exemple, pour la partie des traitements uniquement avec du miel. Certains services spécialisés en cancérologie s'y mettent. Les traitements des canules, les anomalies qui existent. Tout ça, c'est le début. Mais en fait, comme je le disais tout à l'heure, la formation principale, c'est de montrer la complémentarité entre la médecine, que vous dites tout à l'heure, traditionnelle, d'en tirer la subscientifique moelle et de récupérer ce qui est utile. Et alors, il faut éliminer ce qui sont des croyances et garder ce qui est exact. Et c'est tout le boulot de l'apithérapie, et c'est tout le boulot de l'Association francophone d'apithérapie, de son conseil scientifique et des expériences que nous retirons, à la fois des praticiens comme lui qui vont produire et avoir des résultats. Ils vont me dire, j'utilisais tel produit, par exemple pour les vaginites, ont utilisé cette maladie d'infection avec des ovules à la propolis, qui existe sur le marché depuis peu. Eh bien, ces résultats sont tellement spectaculaires et tellement pratiques que ça élimine, par exemple, chez les patients, des problèmes d'utilisation. Est-ce que j'ai une schmicose, est-ce que j'en ai pas une? Eh bien voilà, le résultat, on met ce produit dedans, il marche surtout, et il respecte la flore. Et ça, c'est démontré par des travaux, etc., etc. Alors du coup, et ce sera le mot de la fin, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, vous, docteur Becker, vous voyez comment, dans l'avenir, l'utilisation des différents produits de la ruche dans la médecine de demain, on va dire? Alors, je vais répondre très largement. Je n'en ai pas parlé de venin. Les dérivés du venin sont des produits très intéressants pour certaines maladies neurologiques, pas pour la sclérose en plaques comme on le croit, mais pour d'autres maladies. Des fragments. Et c'est la fragmentation de ces produits du venin qui va apporter des résultats. Le venin en lui-même a un intérêt, mais il est toxique. Par contre, si on prend certains fragments et qu'on les utilise pour la maladie de Parkinson, pour ne pas la nommer, et d'autres, on a des résultats très intéressants en cours actuellement d'exploration dans les services du CNRS, pour donner un exemple. D'autres exemples sont connus, c'est également tout ce qui touche à la génétique. On a parlé de médecine. Il y a aussi un élément, on parle de la gelée royale, eh bien, elle se transforme. Et la médecine épigénomique, c'est un mot que vous avez entendu parler une fois, c'est une médecine qui permet de changer la situation d'une cellule, de faire lire certains éléments du gène et pas d'autres. Eh bien ça, c'est une médecine d'avenir qui vient de l'apithérapie. D'autres éléments qui sont connus, tout à l'heure on parlait de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, on commence à comprendre aujourd'hui que le microbiote, c'est-à-dire les germes qui se trouvent dans l'intestin, sont cause probablement et des scléroses en plaques et de certaines pathologies sévères et d'évolutivité dangereuse. Eh bien si on corrige l'intestin et qu'on change l'alimentation, et là le rôle du conseil du pharmacien est essentiel, associé avec des traitements bien adaptés au point de vue des germes, y compris les germes fécaux qu'on va récupérer chez l'humain pour les mettre dedans. Tradition que ma grand-mère utilisait déjà il y a un siècle, eh bien, c'est des questions qui reviennent au coup du jour et qui permettent d'imaginer que dans les années à venir, non seulement le miel est devenu le traitement princeps des brûlures, des premiers et deuxième degrés d'après l'OMS, le traitement spécifique de la toux, chez l'enfant de moins de 4 ans, l'obligation légale qu'on a actuellement de ne plus prescrire de sirop à base de codéine, c'est remplacé par les sirops à base de miel. Tradition ancienne. Et ensuite, tous les autres éléments, les brûlures, les traitements des plaies, les limitations de ces infections, y compris des cathéters qui seront non infectants parce qu'ils auront mis du miel dessus, etc., etc., etc. Il y a plein de choses qui sont en train de cours, je ne peux pas tout vous dire. Les travaux actuellement avec l'industrie pharmaceutique sont largement engagés. En tout cas, l'avenir s'annonce royal. Bien. Et vous le voyez comment alors? Parce que finalement, je me rends compte que pour les téléspectateurs, ils se disent, ah bah oui, effectivement, on a parlé beaucoup de la cancéro, on a parlé effectivement de maladies. Et c'est vrai que dans la bobologie, dans les petites maladies courantes, effectivement, moi je l'utilise abondamment, on en parlait, voilà, donc on a des produits en ovules, on a des produits effectivement des sirops à base de propolis. Chaque fois, par exemple, qu'on se pose la question, est-ce que, vous vous dites, là c'est infectieux, il aurait peut-être besoin d'une prescription d'antibiotiques ou quoi que ce soit, on se dit, voilà, là je peux donner de la propolis c'est un antiviral, un antiparasitaire, un antifongique, donc on n'a pas besoin finalement de se poser la question, on est anti-inflammatoire.
on peut le donner, vous voyez. Et les patients, les clients sont réceptifs, je peux vous dire que non, personne ne tique, il y a vraiment des retours. Je pense qu'il y a quelque chose d'important aussi, et je suis là-dessus, c'est mon dada, c'est effectivement la qualité du produit. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que moi, par exemple, donc, je ne suis pas apiculteur, mais je vais du métayage, c'est-à-dire que j'ai sympathisé au sein de l'association francophone d'apithérapie avec un apiculteur de Touraine, malheureusement, parce que c'est un cahier des charges qui est rigoureux. Donc, il me fournit les produits. Et si vous voulez, moi, quand j'ai ces produits, je les fais analyser au CETAM. Il y a un laboratoire, effectivement, qui permet d'analyser, effectivement, ce produit. Et donc, mon miel, je vois qu'il est, effectivement, je sais exactement à base de quel pollen, en majorité, il y a. S'il n'a pas trop de sucre, s'il n'est pas trop humide, s'il n'y a pas de toxicité, la propolis, s'il n'y a pas de métaux lourds. Et je crois que ça, c'est important. Parce que finalement, si je me mets à la place du consommateur, vous allez sur des marchés, vous trouvez tout ce que vous voulez. Mais on n'a pas les analyses, on n'est pas sûr. Voilà. Et donc demain, ça va se développer encore plus pour vous? Je pense que ça va se développer et qu'il va y avoir obligatoirement une recherche d'une qualité du produit. De toute façon, il y a des réglementations qui il sont faut là. qu'on se tourne vers la recherche de la qualité du produit. Parce que moi, je trouve ça dommage. Vous avez parlé effectivement de trésor de santé. Et c'est vrai que moi, c'est un peu la démarche qui m'a fait. Je me suis dit, mince, tout le monde me parle du miel. Moi, je suis acheté du miel ici, j'ai acheté du miel là-bas. Et maintenant, je suis beaucoup plus. Je regarde un petit peu, je vais voir comment c'est fait, etc. Et parfois, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de cahier des charges, c'est pas fait dans de bonnes conditions. Et je me dis, finalement, la personne, elle pense avoir un produit de santé et elle n'a pas ce produit de santé. Mais c'est bien parce qu'au fur et à mesure que ça se développe, ça va sans doute être un peu plus cadré. Il y a des cahiers des charges qui sont apparus, etc. Ils existent, les cahiers des charges. C'est dans notre association, une des objectifs qu'on a. On a aussi des apiculteurs qui viennent se former chez nous. Et l'objectif principal, c'est de leur fabriquer des produits de bonne qualité. Et la différence qu'il y a entre la bonne qualité, alors on parle de produits bio, tous les miels sont bio, mais il y a aussi des anomalies et des erreurs qui sont commises sur l'appréciation, l'utilisation de certains produits chimiques qui ne doivent pas être utilisés dans la ruche, sur la qualité de ces produits et sur la façon de les récolter, ce qui est très 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 important. Et là aussi, un des objectifs, c'est nous formons actuellement en moyenne 40 à 50 apiculteurs par an actuellement, donc maintenant on fait 5 ans, on fait 200, 300, on commence à avoir un groupe important et ça permet d'alimenter les services spécialisés et d'avoir des produits de qualité. Et les pansements des miels, qui est aussi le problème des importations des miels, parce qu'on a oublié une chose, le miel est très fragile. On ne le garde pas longtemps, il ne se bonifie pas avec l'âge. Et au contraire de ça, il est très sensible à la température, à la lumière. Et c'est une anomalie. Il faut être vigilant au produit. Je suis désolée, je vous coupe parce que c'est la fin de cette émission. Vous aviez déjà dit votre mot de la fin, docteur Becker. Mais comme je répété, c'est quelque chose de très très important. Bon produit, bonne qualité, bon résultat. Et bien voilà, bon produit, bonne qualité, bon résultat. Ce sera le mot de la fin pour tout le monde. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Bonne continuation. Et quant à vous, demain, vous avez rendez-vous avec Flora dès midi sur Mosaïque. Très bonne journée à tous. À bientôt.